Moins d'un quart de la population dispose d'un accès électrique fiable. Pourtant, des convois massifs d'équipements lourds traversent aujourd'hui le Burkina Faso sans aucune explication publique. Cette pénombre quotidienne, mise en regard, voit ces machines escortées comme du matériel militaire, crée une rupture étrange. Deux réalités incompatibles semblent cohabiter au même moment. Que signifie cette dissonance pour les citoyens, surtout lorsque le nom d'Ibrahim Traoré revient sans cesse dans les discussions sur l'avenir énergétique du pays? Peut-être n'est-ce pas seulement un bruit de fond, mais le premier signe d'une bascule irréversible. Si les convois mystérieux ont captivé l'attention du pays, c'est parce qu'ils touchent directement à la promesse que beaucoup considèrent comme vitale, enfin disposer d'une énergie capable de soutenir l'industrialisation, l'agriculture modernisée et la stabilité économique que le Burkina Faso poursuit depuis des décennies. Le bénéfice central est simple et décisif, une infrastructure énergétique capable de réduire durablement les coupures nationales. Lorsque des machines lourdes apparaissent sans explication, les enjeux dépassent la curiosité. Ils renvoient à la question cruciale de savoir si le pays s'approche réellement d'un tournant énergétique qui pourrait à terme redéfinir la trajectoire de son développement. Une seule certitude émerge: tant que le réseau reste fragile, chaque retard prend la forme d'un coût économique, social et stratégique. Et si ces équipements signalent une accélération, alors le pays entre dans une zone où le risque et l'opportunité avancent côte à côte. Un micro-hook demeure suspendu. Que prépare exactement cette montée en puissance silencieuse du secteur énergétique? Les premiers signes d'un basculement sont apparus bien avant que les rumeurs ne prennent de l'ampleur. Des images de convois massifs émergent à l'aube, montrant un pays qui semble se préparer sans déclaration officielle. Et dans un état où moins d'un quart de la population bénéficie d'un accès fiable à l'électricité, l'arrivée coordonnée de ces équipements lourds crée une tension presque mathématique entre pénurie actuelle et ambition future. Cette contradiction, désormais au centre des discussions publiques, alimente l'idée qu'un chantier d'une ampleur inédite pourrait être en gestation, une idée d'autant plus plausible que le pays se heurte depuis des années à des délestages récurrents et à des zones entières plongées dans l'obscurité pendant des heures. Chaque projet industriel, agricole ou technologique se heurte à la même barrière, un réseau incapable de soutenir la charge d'un développement soutenu. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré a choisi une direction qui s'écarte nettement des solutions traditionnelles en s'engageant dans une coopération qui, depuis 2023, a progressivement pris la forme d'accords structurants. Lorsque le gouvernement et Rosatom ont signé les engagements intergouvernementaux contraignants en juin 2025, la dynamique a changé. Le pays n'était plus dans la spéculation, mais dans la préparation. Les convois observés par la population s'inscrivent ainsi dans une séquence logique où le silence officiel se superpose à une montée en puissance technique alimentée par une succession d'étapes souvent invisibles aux non-initiés. Les vidéos partagées sur les réseaux montrent des camions transportant des cadres métalliques, des caisses industrielles et du matériel inhabituel, escortés comme des dispositifs sensibles, ce qui renforce l'impression que le pays franchit un seuil déterminant. Dans un état où chaque transformateur ou panneau solaire est normalement montré publiquement comme un signe de progrès, l'absence totale de communication surprend, voire intrigue. La question ouverte dès les premières observations trouve ici un début de réponse. Si le pays avance ainsi, c'est parce qu'un processus long, technique et préparatoire est déjà enclenché et nécessite une marge de manœuvre loin des projecteurs. Pour comprendre ce que signifient réellement les convois observés dans tout le pays, il faut s'appuyer sur les acteurs techniques qui travaillent en coulisses, ceux qui évaluent quotidiennement la solidité du réseau électrique et mesurent l'impact de chaque renforcement. Ces ingénieurs, habitués aux coupures imprévisibles, savent que la moindre amélioration du système crée immédiatement des effets mesurables sur les zones urbaines et périurbaines. L'un d'eux, responsable d'un secteur de distribution à Ouagadougou, explique que l'arrivée de nouveaux équipements, même lorsqu'ils ne sont pas officiels,
officiellement présentées modifient rapidement les paramètres de stabilité locale. Des machines destinées au stockage et au test ou au renfort temporaire suffisent parfois à réduire les micro-coupures qui paralysent l'activité nocturne. Un autre exemple provient d'une équipe surveillant les postes de transformation vieillissants. Les renforcements silencieux observés depuis plusieurs mois ont permis de limiter la fréquence des surcharges dans certains districts, ce qui constitue une amélioration modeste mais tangible pour les commerces qui dépendent d'un courant stable. Ces petites avancées, bien qu'incomplètes, préfigurent un changement d'échelle plus large que la population perçoit sans toujours comprendre les mécanismes techniques derrière ces évolutions. L'ensemble de ces signaux donne l'impression qu'un palier intermédiaire est en cours, un palier où les ajustements précèdent les annonces, où les résultats apparaissent avant les explications. Et si ces premiers effets ne sont pas spectaculaires, ils indiquent néanmoins qu'un processus structurel est en train de s'installer. Autrement dit, ce que cela implique réellement, c'est que la transition énergétique commence déjà silencieusement. Tout commence par un constat brutal. Le réseau national, déjà fragile, n'arrive plus à suivre la demande croissante. Les délestages deviennent routiniers. Les zones rurales restent souvent dans l'obscurité totale. Et les projets industriels se heurtent au même mur. Cette fragilité déclenche la première étape du processus, la recherche d'une solution qui dépasse les réponses classiques, trop lentes ou insuffisantes. Le gouvernement s'oriente alors vers une coopération énergétique d'une ampleur rarement observée dans la région. Les premières discussions avec Rosatom en 2023 ouvrent une porte nouvelle, jusque-là réservée aux pays dotés d'infrastructures plus robustes. Une dynamique s'installe, encore prudente mais déterminée. Les techniciens évaluent, les diplomates cadre, les équipes locales examinent la possibilité d'ériger un pilier énergétique durable, puis survient la signature décisive. En juin 2025, les accords intergouvernementaux deviennent contraignants. Le projet cesse d'être théorique, cette étape agit comme un accélérateur, les besoins sont clarifiés. Les responsabilités attribuées, les délais esquissés et l'idée d'une centrale nucléaire au Burkina Faso passent du statut de perspective lointaine à celui de trajectoire institutionnelle. À partir de là, le tempo s'accélère, les convois de machines commencent à apparaître. Ils transportent des cadres métalliques, des conteneurs industriels, des pièces qui ne ressemblent ni à des générateurs standards, ni à des équipements habituels du réseau. Leur arrivée sans communication officielle surprend la population. Les images circulent, les interprétations fusent. Certains y voient un renforcement thermique, d'autres suggèrent des infrastructures solaires. Quelques observateurs y familiarisés avec l'évolution du dossier depuis 2023 établissent un lien direct avec la préparation nucléaire. C'est ici que surgit la phase de Cao-Trao. Le silence officiel, loin d'apaiser les spéculations, crée un élan nouveau. Les convois deviennent un signal visible d'un processus largement invisible. Les citoyens relient les points. Accords signés, renforcement du réseau, arrivée coordonnée d'équipements, coopération étendue avec la Russie. Les réseaux sociaux amplifient cette accumulation de signaux. La thèse d'une seconde livraison liée au nucléaire se propage rapidement, même en l'absence d'annonces formelles. Dans ce climat, le rôle d'Ibrahim Traoré est scruté de près. Son choix de privilégier une stratégie discrète plutôt qu'un calendrier hyper médiatisé renforce l'idée que le projet est trop stratégique pour être exposé aux pressions extérieures. Cette retenue contribue à l'atmosphère particulière qui entoure chaque mouvement de matériel, chaque rumeur, chaque vidéo tournée à l'aube. Enfin, arrive la phase du champ. Les spéculations persistent parce qu'aucune confirmation officielle ne vient les stabiliser. Les machines sont entreposées. Certaines zones urbaines constatent des renforcements discrets. Les équipes techniques poursuivent leurs évaluations et la population reste dans un état de veille permanente, se demandant si les convois signalent le préambule d'une mutation énergétique profonde. À ce stade, une impression domine. Le pays avance, mais avance en silence. Et chaque convoi, chaque caisson métallique, chaque renforcement improvisé devient une pièce supplémentaire dans un puzzle dont l'image finale commence seulement à émerger. Le point de départ est clair. Le Burkina Faso fonctionne depuis des années sur un réseau où moins d'un quart de la population bénéficie d'un accès fiable à l'électricité et la transition vers une centrale nucléaire exige un renforcement préalable massif
qui dépasse largement ce niveau de référence. Cette différence crée un écart structurel qui, avant même toute construction, impose une augmentation immédiate des capacités disponibles, faute de quoi le chantier s'effondrerait sous sa propre demande énergétique. Le premier indicateur significatif vient du constat que moins de 25% des citoyens disposent d'une alimentation stable. Cette donnée souligne une vulnérabilité profonde qui limite mécaniquement les ambitions industrielles nationales. Le deuxième indicateur repose sur l'arrivée du projet turc Aksa Energy, dont la centrale en cours de construction à Ouagadougou doit ajouter 119 MW au réseau existant. Ce volume représente près d'un tiers de la capacité productive actuelle, ce qui illustre l'ampleur de l'insuffisance énergétique cumulée. Un troisième repère, moins chiffré mais essentiel, concerne la logique énergétique interne d'un chantier nucléaire. Une phase de construction exige une alimentation continue pour les grues, les systèmes de refroidissement temporaire, les soudures industrielles, les tests opérationnels et la sécurité périmétrique. Cette contrainte montre qu'un réseau instable pourrait interrompre des opérations critiques, ce qui amplifierait les risques et retarderait les travaux de manière répétitive. En observant les mouvements des convois lourds, il devient évident qu'une succession d'équipements destinés au stockage, à la transformation ou au soutien thermique entre progressivement dans le pays. Même si aucune confirmation officielle ne relie directement ces arrivées au projet nucléaire, la simultanéité entre les besoins structurels du chantier et l'apparition de nouveaux matériels crée un faisceau d'indications cohérentes. Les vidéos montrant des camions transportant des cadres métalliques et des conteneurs non identifiés témoignent d'une préparation énergétique d'une échelle rarement atteinte auparavant. Les zones urbaines qui subissent des coupures fréquentes ressentent déjà certains effets des renforts silencieux effectués ces derniers mois. Certains districts signalent une moindre occurrence des surcharges aux heures de pointe, ce qui constitue une amélioration modeste mais réelle pour l'activité commerciale qui dépend d'une tension stable. Ces signaux indiquent que le pays n'est pas seulement en train de compenser une fragilité existante, mais d'anticiper une charge énergétique plus élevée associée à une infrastructure lourde comme une centrale nucléaire. Le raisonnement des équipes techniques est linéaire. Un réseau faible ne peut soutenir un chantier qui exige une alimentation sans interruption. Et les coupures actuelles, même brèves, suffiraient à stopper brutalement des opérations industrielles sensibles. C'est pourquoi la montée en puissance énergétique précède la construction elle-même. Les centrales thermiques, les expansions solaires et les générateurs de soutien ne représentent pas un luxe, mais une condition préalable à la sûreté du projet. À mesure que ces équipements s'additionnent, une nouvelle logique opère. Le réseau se consolide par couches successives. Chaque renfort améliore la résilience du système existant. Chaque installation rapproche le pays d'une capacité suffisante pour franchir la phase de préconstruction nucléaire sans surcharge catastrophique. Les données disponibles montrent ainsi que le pays n'avance pas à l'aveugle. Il avance en corrigeant progressivement l'écart entre ce que le réseau fournit aujourd'hui et ce que la future infrastructure exigera demain. Et c'est précisément cet écart, désormais visible, qui permet de comprendre comment la préparation énergétique devient la clé de voûte du projet. Le premier argument, souvent avancé par les observateurs prudents, affirme qu'un projet nucléaire dans un pays confronté à des coupures récurrentes comporte un risque technique considérable. Selon cette perspective, un réseau instable rend chaque étape du chantier vulnérable aux interruptions soudaines, ce qui pourrait créer des retards successifs et augmenter la dépendance à des solutions temporaire. Les sceptiques soulignent également que l'absence de communication officielle sur les convois observés alimente l'incertitude et que toute ambiguïté dans un projet de cette échelle ouvre la porte à des malentendus internes ou à des pressions extérieures. La prudence devient alors, dans leur logique, une nécessité structurelle pour éviter un engrenage de complications que le pays ne peut se permettre. À l'opposé, un second argument défend l'idée que le renforcement massif du réseau, déjà perceptible à travers l'arrivée d'équipements thermiques, solaires et de soutien, constitue précisément la réponse aux fragilités actuelles. Pour cette position, les convois lourds observés ne représentent pas un excès d'audace, mais une phase normale d'un processus qui doit précéder toute construction nucléaire. Les défenseurs de cette thèse rappellent que même les premières étapes,
Tests, stockage, sécurisation, préparation des sous-stations exigent une montée en puissance énergétique significative. Ainsi, le silence apparent ne serait pas un signe d'impréparation, mais un choix stratégique destiné à protéger un projet sensible des influences externes trop intrusives. La réponse la plus cohérente, en tenant compte uniquement des données disponibles, suggère que les deux positions contiennent une part de vérité, mais que la dynamique actuelle du pays rapproche davantage de la seconde. Les observations répétées de convois, l'augmentation annoncée de la capacité thermique, la consolidation progressive du réseau et la signature d'accords contraignants en 2025 indiquent qu'un cadre méthodique est déjà en place. Les inquiétudes sur la fragilité du système ne disparaissent pas, mais elles sont intégrées dans une stratégie qui cherche à renforcer le réseau avant d'enclencher la phase physique du chantier. Le débat reste ouvert, mais les éléments visibles à ce stade montrent un mouvement organisé plutôt qu'un pari imprudent. Tout bascule ici. Le silence qui entourait les convois n'est plus seulement une absence d'explication. Il devient la signature d'une stratégie pensée pour protéger un projet trop sensible pour être exposé en temps réel. La logique s'éclaire soudain. Lorsque les autorités choisissent de ne pas associer officiellement les nouveaux équipements aux préparatifs énergétiques, ce n'est pas par hésitation, mais par calcul. Chaque déclaration publique attirerait des pressions, des critiques anticipées ou des interférences diplomatiques, exactement comme l'ont vécu d'autres États en phase prénucléaire. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus seulement d'un dirigeant pilotant une réforme énergétique, mais d'un acteur qui organise une montée en puissance progressive suffisamment discrète pour avancer sans être freiné, suffisamment visible pour préparer le terrain technique. La révélation du point médian tient dans cette tension maîtrisée. Le pays semble déjà engagé dans les premières lignes du pré-chantier avec des renforts thermiques, solaire et logistique qui convergent vers une même trajectoire. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une transition silencieuse qui vient d'être confirmée par les faits eux-mêmes. Les premières conséquences concrètes de la préparation énergétique émergent déjà, même si aucune annonce officielle ne vient encore structurer le récit. Elles se répartissent en 4 dynamiques distinctes qui donnent une image plus nette de ce que signifie dans le quotidien l'entrée progressive dans une ère pré-nucléaire. Pour l'État, la consolidation du réseau marque un changement de posture. Les renforts thermiques, solaires et logistiques amorcés avant toute construction nucléaire réduisent légèrement la pression politique qu'exercent les délestages répétés. Les équipes techniques observent une amélioration relative dans certains districts, ce qui permet aux institutions d'affiner leur plan de transition sans être constamment ralenties par les urgences opérationnelles. Cette stabilisation progressive transforme la façon dont le gouvernement projette sa politique énergétique et la stratégie discrète adoptée par Ibrahim Traoré trouve ici un terrain favorable. Avancer sans bruit, mais avancer solidement. Les entreprises perçoivent les effets à travers de petites variations de stabilité électrique. Certains commerces enregistrent moins de micro-coupures nocturnes, une évolution modeste mais significative pour des activités dont les marges dépendent de la continuité du courant. Les secteurs industriels potentiels lisent ces signaux comme la première étape d'un futur plus prévisible. Même si la capacité globale reste insuffisante, l'arrivée d'infrastructures comme la centrale de 119 MW d'Axa Energy laisse entrevoir une phase où la planification industrielle redeviendra possible. La perspective d'un réseau renforcé change la manière dont les investisseurs évaluent le pays. Les citoyens ressentent la transition à travers des indices concrets, moins de surcharge dans certaines zones, davantage de mouvements d'équipements visibles et une discussion publique qui se structure autour de la question énergétique. L'espoir se mêle à l'incertitude. D'un côté, les images des convois donnent l'impression d'un pays qui prépare quelque chose d'inédit. De l'autre, le manque de communication officielle nourrit des interprétations contrastées. Cependant, l'idée que le pays pourrait, pour la première fois, se doter d'une source d'énergie durable et puissante modifie la perception collective de l'avenir. Au niveau régional, les signaux envoyés par le Burkina Faso créent un effet d'attention immédiat. Si un pays soumis à des contraintes
contraintes énergétiques sévères, parvient à entrer dans une phase prénucléaire solide, alors la hiérarchie énergétique en Afrique de l'Ouest pourrait se trouver modifiée. Les voisins observent les renforts du réseau, la coopération avec la Russie et l'avancée des équipements avec un mélange de prudence et d'intérêt. Une réussite burkinabé établirait un précédent, celui d'un pays qui cesse d'être défini par la rareté énergétique pour devenir un acteur structurant du futur régional. Les prochains mois seront déterminants pour comprendre jusqu'où le Burkina Faso pourra transformer les signaux actuels en trajectoires structurées. 3 scénarios se dessinent, chacun dépendant du rythme des renforcements énergétiques, de la coordination technique et du degré de stabilité atteint par le réseau. Dans cette version, les renforcements thermiques et solaires se poursuivent au rythme observé ces derniers mois. Les districts bénéficiant déjà d'améliorations ponctuelles voient une stabilisation progressive suffisante pour soutenir les premières étapes du pré-chantier. Les convois d'équipements continuent d'entrer dans le pays, parfois sans confirmation officielle, mais en cohérence avec les besoins de préparation. Les phases de sélection, d'évaluation de sites et de mise à niveau des sous-stations avancent de manière ordonnée. Le pays consolide lentement sa capacité à entrer dans une phase d'infrastructure lourde. Ici, les renforts énergétiques s'accélèrent. La centrale de 119 MW progresse sans retard majeur et ouvre une marge de manœuvre supplémentaire pour les opérations techniques, tandis que les installations solaires et les équipements de soutien renforcent simultanément le réseau. Les équipes locales, mieux formées, gagnent en fluidité dans l'exécution des prérequis. Les convois deviennent plus fréquents et suscitent moins de spéculations car le terrain technique commence à parler de lui-même. Le pays pourrait alors franchir le seuil de préparation permettant d'initier les travaux de mise en place structurelle du site. Dans ce scénario, les fragilités actuelles persistent. Les renforts thermiques connaissent des retards. Les améliorations locales restent ponctuelles et insuffisantes pour absorber la charge pré-nucléaire. Les convois, toujours visibles, alimentent davantage l'incertitude car leur rôle exact demeure flou. Le réseau trop instable oblige les équipes à repousser ou à fragmenter des étapes clés, ce qui ralentit l'ensemble du processus. Le risque principal ne concerne pas l'abandon du projet mais une prolongation de la phase préliminaire au-delà des prévisions. En guise de réflexion complémentaire, la meilleure manière de lire ces 3 trajectoires consiste à évaluer non pas la vitesse du changement, mais la cohérence entre les renforcements visibles, la stratégie silencieuse du pays et les exigences techniques d'un chantier nucléaire. Pour beaucoup de citoyens, ce qui se joue dans la transition énergétique ne relève pas seulement de la technique ou de la géopolitique, mais d'une expérience vécue au quotidien. L'arrivée de convois, les discussions soudaines autour des renforcements thermiques et les signaux d'amélioration locale transforment en profondeur la perception de ce que pourrait devenir la vie dans un pays longtemps marqué par l'instabilité électrique. Ceux qui travaillent dans les services, le commerce ou l'artisanat sentent directement l'enjeu. Une réduction, même légère, des micro-coupures modifie leur capacité à planifier, à stocker, à produire. Les changements modestes, lorsqu'ils se répètent, deviennent des leviers réels de stabilité économique personnelle. Pour les familles, la question prend un autre visage, les nuits plongées dans l'obscurité, les appareils ménagers inutilisables pendant des heures et l'incertitude permanente quant au courant façonnent le rapport à l'avenir. Les renforts visibles dans certaines zones nourrissent un sentiment mesuré d'espoir. L'idée que la normalité énergétique n'est peut-être plus un horizon lointain. Enfin, pour ceux qui suivent attentivement les décisions publiques, l'arrivée du matériel industriel et la progression silencieuse des travaux préliminaires créent une impression nouvelle. Le pays n'attend plus que les solutions viennent de l'extérieur. Il construit progressivement les conditions internes d'un basculement durable. Dans un tel contexte, 2 gestes simples peuvent aider chacun à se situer dans cette phase de transition, observer les changements réels au niveau local et suivre l'évolution des renforcements énergétiques sans se laisser entraîner par les rumeurs. Pour qu'un projet aussi exigeant que la transition vers une ère prénucléaire avance sans heurts, un parcours structuré devient indispensable. Les signaux visibles dans le pays suggèrent déjà une méthode en couche,
mais plusieurs étapes peuvent être formulées clairement pour comprendre comment l'ensemble progresse. Les équipes techniques renforcent d'abord les zones urbaines sensibles en installant du matériel thermique ou solaire destiné à réduire les micro-coupures. Cette phase se mesure par la diminution de surcharge aux heures de pointe. Les postes de transformation vieillissants sont renforcés ou soutenus par des équipements temporaires. L'objectif consiste à éviter tout effondrement local pendant les opérations préliminaires. L'indicateur principal reste la continuité du courant lors des tests et mise sous tension. Les équipes d'ingénieurs évaluent les sites, étudient les contraintes géologiques et définissent les besoins énergétiques des phases suivantes. Le suivi repose sur la capacité à maintenir une alimentation stable pour les opérations 24/7 nécessaires aux premiers travaux. À ce stade, l'approche discrète adoptée par Ibrahim Traoré joue un rôle essentiel. Minimiser les pressions externes et protéger le calendrier. La progression se mesure par l'avancement des livraisons et la capacité à maintenir une cadence régulière sans perturbation politique. Les nouvelles capacités thermiques, solaires ou de soutien sont intégrées au réseau pour absorber la demande du pré-chantier. Les indicateurs sont la stabilité locale, la réduction des coupures et la capacité du réseau à porter une charge accrue. Les convois observés à l'aube, les caisses métalliques déplacées sous escorte et les renforts silencieux du réseau ont façonné au fil des mois une atmosphère particulière. Ce décor familier et pourtant énigmatique revient ici comme un motif central, celui d'un pays qui avance sans déclarations éclatantes, mais avec une détermination qui s'inscrit dans chaque mouvement d'équipement. Ceux qui ont filmé ces scènes n'avaient peut-être pas conscience qu'ils capturent les premiers gestes d'une transformation profonde. Chaque camion, chaque structure métallique, chaque installation technique devient une trace discrète d'un futur en construction. Dans ce récit, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un dirigeant cherchant l'approbation immédiate que comme celui d'un acteur poursuivant une trajectoire longue, méthodique, parfois silencieuse, mais rarement hésitante. La transition énergétique du pays ne s'exprime pas en slogan, elle s'exprime en actes répétés, en renforts successifs, en décisions qui s'enchaînent malgré les zones d'ombre. Et lorsque l'on rassemble tous ces fragments, une phrase s'impose. Le pays est déjà en mouvement. C'est dans cette évidence que se loge la véritable émotion. La transformation n'est plus théorique, elle a commencé. Si l'on observe attentivement les derniers mois, une constante apparaît. La transition énergétique du Burkina Faso ne se construit ni dans le bruit ni dans la précipitation, mais dans une accumulation de gestes techniques qui redessinent peu à peu les attentes collectives. Les convois filmés, les renforcements du réseau et les transformations silencieuses ont ouvert un espace inédit de réflexion publique. Ils ont aussi rappelé que chaque avancée, même modeste, contribue à façonner un futur où l'accès à l'électricité ne serait plus un privilège limité, mais une base commune pour l'activité quotidienne, l'éducation, la santé et l'économie. Participer à cette conversation, c'est reconnaître que l'énergie n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais un lien entre les aspirations individuelles et la trajectoire d'un pays. Il suffit parfois d'un échange, d'un regard plus attentif ou d'une question posée au bon moment pour élargir la discussion. Alors, selon vous, quelle forme pourrait prendre la prochaine étape de cette transformation silencieuse ?